Au début du XXe siècle, le train occupe une place centrale au sein de la société française. Symbole de la révolution industrielle, il transforme le paysage avec 70 000 km de voies ferrées, sillonnant les coins les plus reculés du territoire. Aux voyageurs, le train propose un nouvel imaginaire, une ouverture de l'esprit, un ailleurs qui devient accessible à tous. Une expérience faite de rêveries, de rencontres et de désirs. Ces féeriques voyages en chemin de fer, Marcel Proust va savoir les décrire et les sublimer tout au long des 3000 pages de À la recherche du temps perdu. Marcel Proust a aimé se déplacer en train. Pour aller à Cabourg, appelé Balbec dans la Recherche, où il passera ses derniers étés avant de se cloîtrer à Paris. Pour traverser la Beauce et se rendre à Illiers, berceau de sa famille paternelle. Pour partir, il y a ces lieux merveilleux que sont les gares. Pour aller à Balbec, le narrateur se rend à Saint-Lazare. Une gare cathédrale à l'esthétique industrielle où la lumière filtre à travers les verrières. Saint-Lazare. Claude Monet l'a peinte dès les premiers mois de 1877 et ce sont ces tableaux que l'on retrouve dans La Recherche. Il faut laisser toute espérance de rentrer coucher chez soi. Une fois qu'on s'est décidé à pénétrer dans l'antre empesté par où l'on accède au mystère. Dans un de ces grands ateliers vitrés, comme celui de Saint-Lazare où j'allais chercher le train de Balbec, et qui déployait au-dessus de la ville éventrée un de ces immenses ciels crus et gros de menaces amoncelées de drames. Pareil à certains ciels, d'une modernité presque parisienne, de Mantegna ou de Véronèse, et sous lequel ne pouvait s'accomplir que quelque acte terrible et solennel, comme un départ en chemin de fer ou l'érection de la croix. Le train est cité dès la première page de La Recherche. Il apparaît comme un repère du temps et de l'espace, comme un lien entre le connu et l'inconnu. Un ancrage du réel vers des lieux nouveaux où les sensations ne sont pas amorties par l'habitude. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Pour le narrateur de La Recherche, le train est une invitation à la contemplation. De sa fenêtre, le voyageur s'initie à la spectacularisation du monde et le train lui permet de rassembler différents points de vue dans un tableau continu. La réalité géographique est une illusion. Ainsi, le narrateur décrit une ligne de chemin de fer fictive pour le plaisir d'égrener le nom des gares. J'aurais voulu prendre dès le lendemain le beau train généreux d'1h22, dont je ne pouvais jamais, sans que mon cœur palpitât, lire dans les réclames des compagnies de chemin de fer, dans les annonces des voyages circulaires, l'heure de départ. Il s'arrêtait à Bayeux, à Coutances, à Vitré, à Questembert, à Pontorson, à Balbec
à Lannion, à Lamballe, à Bénodet, à Pont-Aven, à Quimperlé, et s'avançait magnifiquement surchargé de noms qu'il m'offrait, et entre lesquels, je ne savais lequel j'aurais préféré, par impossibilité d'en sacrifier aucun. Le petit chemin de fer local a droit à des appellations personnalisées. Le tortillard, à cause de ses innombrables détours. Le taco, parce qu'il n'avançait pas. Le transatlantique, à cause d'une effroyable sirène qu'il possédait pour que se garassent les passants. Le Decoville et le Funy, bien que ce ne fût nullement un funiculaire, mais parce qu'il grimpait sur la falaise. En ce début de XXe siècle, différents réseaux se partagent les lignes de chemin de fer. Pour la Normandie, c'est la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Né en 1855, c'est un des réseaux les plus anciens. Quand les deux essieux d'une voiture tombaient en même temps sur le joint des rails, ils occasionnaient un choc fort et un son brut que le narrateur décrit. J'étais entouré par la calmante activité de tous ces mouvements du train qui me tenaient compagnie. S'offraient à causer avec moi si je ne trouvais pas le sommeil. Me berçaient de leur bruit, que j'accouplais comme le son des cloches à Combray, tantôt sur un rythme, tantôt sur un autre. Entendant, selon ma fantaisie, d'abord 4 doubles croches égales, puis une double croche, furieusement précipitée contre une noire. La recherche, c'est près de 2500 personnages, une société en miniature. C'est cette même société qui gravite dans les gares et se retrouve sur les marchepieds des wagons. Car le train est une expérience sociale, une occasion de paraître et se montrer. Les arrêts en gare deviennent des visites mondaines. D'autres étaient venus seulement acheter leurs journaux. Et aussi, beaucoup faisaient la causette avec nous, que j'ai toujours soupçonné ne s'être trouvés sur le quai, à la station la plus proche de leur petit château, que parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de retrouver un moment les gens de connaissance. Un cadre de vie mondaine comme un autre, en somme, que ces arrêts du petit chemin de fer. Lui-même semblait avoir conscience de ce rôle qui lui était dévolu. Avait contracté quelque amabilité humaine, patient, d'un caractère docile. Il attendait aussi longtemps qu'on voulait les retardataires, et même une fois parti, s'arrêtait pour recueillir ceux qui lui faisaient signe. Il courait alors après lui en soufflant, en quoi il lui ressemblait, mais différait de lui en ce qu'il le rattrapait à toute vitesse, alors que lui n'usait que d'une sage lenteur. Le chemin de fer fédère la vie. Surtout, il existe à travers ses employés, auxquels le narrateur ne cesse de rendre hommage. Un vieil employé vint nous demander nos billets. Les reflets argentés qu'avaient les boutons en métal de cette tunique ne laissèrent pas de me charmer. Je voulus lui demander de s'asseoir à côté de nous, mais il passa dans un autre wagon, et je songeai avec nostalgie à la vie des cheminots, lesquels, passant tout leur temps en chemin de fer, ne devaient guère manquer un seul jour de voir ce vieil employé. Le train, c'est aussi le fantasme de l'ailleurs. Les affiches des compagnies de chemin de fer vantent les bienfaits des destinations balnéaires avec des courbes et des sourires. Dans la recherche, c'est le train lui-même qui devient lieu d'érotisme. Ses compartiments capitonnés qui invitent à la promiscuité, sa rythmique, son mouvement répétitif, autant d'éléments qui contribuent à en faire un lieu d'élan et de désir. Dans Sodome et Gomorrhe, la vision d'une splendide jeune fille
avec une chaire de magnolia, provoque une forte excitation chez le narrateur. Une excitation de courte durée, car comme souvent, le désir précède la déception. Ces retours du désir nous forcent à réfléchir que si on voulait retrouver ces jeunes filles-là avec le même plaisir, il faudrait revenir aussi à l'année qui a été suivie depuis de 10 autres, pendant lesquelles la jeune fille s'est fanée. On peut quelquefois retrouver un être, mais non abolir le temps. Tout cela, jusqu'au jour imprévu et triste comme une nuit d'hiver, où on ne cherche plus cette jeune fille-là, ni aucune autre, où trouver vous effraierait même. Car on ne sent plus assez d'attrait pour plaire, ni de force pour aimer. Le développement des chemins de fer et la nécessité de régler des horaires de train sur l'ensemble du territoire imposent un même paramètre horaire. En 1891, l'heure française se cale sur l'heure de Paris. Le train devient un référent du temps qui passe. Quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds, il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre, l'après-midi, le soir, ce matin même. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre et, si elle s'était attardée, ce qui lui restait encore. Il ne sortait pas de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas, pour le cas où, revenu par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. C'est grâce à la mémoire involontaire que le narrateur fait ressurgir ses souvenirs d'enfance, en portant à ses lèvres une cuillère de thé où s'amollit une madeleine. Le souvenir visuel s'était endormi, il est ressuscité par les sens. Dans le temps retrouvé, le narrateur reçoit chez le prince de Guermantes un second avertissement avec un bruit de cuillère. Je venais de croire un instant, dans une sorte d'étourdissement, que je m'y trouvais, tant le bruit identique de la cuillère contre l'assiette m'avait donné, avant que j'eusse eu le temps de me ressaisir, l'illusion du bruit du marteau d'un employé qui avait arrangé quelque chose à une roue du train pendant que nous étions arrêtés devant ce petit bois. Le bruit de la cuillère, semblable à celui du marteau sur la roue du train, fait ressurgir du passé le moment où le narrateur se lamentait de sa stérilité littéraire. Mais tout a changé, et le narrateur devient écrivain pour immobiliser un peu de temps à l'état pur. Alors moins éclatante sans doute que celle qui m'avait fait apercevoir que l'œuvre d'art était le seul moyen de retrouver le temps perdu, une nouvelle lumière se fit en moi. Et je compris, tous ces matériaux de l'œuvre littéraire, c'était ma vie passée. Marcel Proust s'est éteint le 18 novembre 1922. Avec lui, le voyage en train est devenu un objet de fascination qui offre aux passagers une réalité changeante, mouvante et subjective. Le mouvement du train, sa vitesse, sa marche continue, le changement permanent de perspective rendent les points de vue relatifs, instables. Les paysages comme les existences changent, évoluent, se transforment sous l'action du temps. Et ce qui hier semblait loin se rapproche et se confond, comme dans un kaléidoscope. Ainsi change la figure des choses de ce monde. Ainsi le centre des empires, le cadastre des fortunes et la charte des situations. Tout ce qui semblait définitif est-il perpétuellement remanié? Et les yeux d'un homme qui a vécu peuvent-ils contempler le changement le plus complet, là où justement, il lui paraissait le plus impossible?